Donc là, on attaque la dernière partie de la DocConf, donc la conférence des architectes. Et les architectes, qu'est-ce qu'ils font? Des architectures. C'est pour voir si vous aviez suivi après la pause, c'est bon? Donc on va voir, ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est comment une architecture influence votre stratégie de test. Parce que votre architecture, elle doit conditionner la façon dont on teste. Donc la stratégie de test, elle découle directement de l'architecture. Et en parlant d'architecture, j'aimerais citer Martin Fowler. Qui connaît Martin Fowler ici? Ouais, la moitié. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un de ceux qui ont inventé l'agilité. Un quotient intermédiaire agile avec ses dizaines de copains dev, parce que l'agilité provient des développeurs et pas des organismes de certification. Donc lui, il dit que l'architecture est vraiment importante. Les choses qui sont difficiles à changer, c'est l'architecture initiale, la culture et les compétences de l'équipe. C'est pourquoi il faut bien faire les choses dès le départ. Alors bien faire les choses dès le départ, j'ai parlé d'agilité, c'est pas tout anticiper en amont et de faire des choix structurants qui font qu'on va être bloqué au bout d'un moment. C'est pas du tout ça. La culture, c'est parce que ce que vous faites, ça n'existe pas déjà, sinon on l'achèterait. Ou alors si ça existe déjà, vous allez enrichir avec quelque chose de novateur. Donc il faut que les gens ils soient dans une période de découverte et ils vont faire des choses, ils vont se tromper, revenir en arrière. Et il faut que l'architecture soit assez souple pour pouvoir revenir en arrière. Et puis les compétences de l'équipe, parce qu'on ne va pas mettre une armée de stagiaires, il faut qu'au moins des gens compétents. Le développement, c'est un travail complexe et il faut des gens qui savent faire. Pour parler de test, j'aimerais citer Naïm Bencharif qui dit que tester, c'est diriger les bugs vers la sortie. C'est là la sortie. Vers la sortie, pourquoi? Parce que quand on a un harnais de sécurité, un arrêt de test, si jamais quelqu'un vient rajouter un bug, les tests vont casser, on va le voir tout de suite. Donc c'est très pratique. Et j'aimerais aussi citer Julien Pessarossi-Langlois qui dit que tester, c'est diriger l'équipe vers la qualité. Parce que oui, on peut faire des tests pour essayer de détruire le logiciel. Si jamais ça casse, c'est qu'on a trouvé un bug. Mais on peut aussi faire des tests pour construire le logiciel. Des tests qui vont servir de spécification. Et puis à la fin, des tests qui vont servir de documentation. Et en parlant de tests, souvent ce qu'on entend, c'est tester, c'est douter. Voilà, une fois c'est drôle, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1 million de fois. Moi, ça me fait plus rire, même si on peut parler de comique de répétition. Non, moi, je préfère une phrase beaucoup plus intelligente qui dit que tester, c'est coder. Et cette phrase plus intelligente, ça a été dit par moi. Donc je me présente, Christophe Breuer-Jardin. Tout à l'heure, Wassel disait que c'était le meilleur. Maintenant, moi, je vais vous le prouver que c'est moi le meilleur. Donc je suis coach Craft. Craft, c'est la façon de bien faire des logiciels. On va se focaliser sur les pratiques plutôt que sur les technologies, parce que les technologies, elles évoluent beaucoup. Je fais des audits techniques. Je suis formateur à Octo Academy. Je suis co-leader du Tribu. Donc j'ai parlé de Craft. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les Craft, ils changent. C'est des alchimistes du code. Donc ils changent le code en or. Donc si vous voulez être riche, appelez-moi. Il y a mon mail là. Il y a autre chose. Quand je fais des audits, ce que j'aime bien dire, c'est que le code, c'est comme une blague. S'il faut l'expliquer, c'est qu'il n'est pas bon. À côté de ça, je suis conférencier dans plusieurs villes de France et d'Europe. Je suis auteur, je suis créateur de contenu. Chaque jour, j'écris un post sur un film qui vient de sortir et j'en fais une analogie avec notre monde. C'est pas toujours facile. Demain, c'est Kung Fu Panda 4. Je suis enseignant à Epita. Et sinon, avant tout ça, j'étais développeur, tech lead, architecte, CTO gros programme sur RATP avec les métros, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc j'ai dit co-auteur, j'ai écrit un livre avec 2 collègues à moi, Stéphane ici présent et Sylvie qui habite Toulouse, donc qui n'est pas là, en 3 volumes, et vous pouviez le récupérer en haut. Je vais vous le faire gagner celui-là, et puis ces 2 copains-là. Ils sont mieux que ceux d'en haut, parce que ceux-là, ils sont dédicacés par les auteurs et l'illustratrice Camille. Pour ça, je vais jeter des shurikens dans la salle. Donc si vous êtes mort, vous avez gagné un livre. Non, c'est des shurikens en papier. Donc vous ne serez pas mort, vous serez juste blessé, parce que si ça touche les yeux, bon. Il y a toujours un qui est blessé. Donc on va voir qui ce sera ce soir. Alors quand on met en place un protocole, qu'est-ce qu'on fait? Un test, oui. Attention. Oh là là. Donc je vais en jeter 2 autres pendant la conf, donc soyez attentifs. Donc on va commencer par évacuer les idées reçues. Là j'ai parlé de tests, mais il y a pléthore de tests dans une application. Donc là vous avez le cadran des tests. Il y a les tests Q1 en bas à gauche qui aident l'équipe et qui sont orientés technologie. C'est plutôt les développeurs.
les tests unitaires, d'intégration, tests de composants. Vous avez les tests produits Q2 qui sont orientés métier, qui vont aider l'équipe aussi pour voir si le logiciel fait bien ce qu'on attendait. Vous avez les tests d'acceptation en haut à droite, Q3. Là, on va voir les quality assurance, les QA, qui vont essayer de voir si le logiciel est utilisable. On va voir on va faire de l'A/B testing, on va faire des tests exploratoires. Ça peut être manuel, hein, très manuel même. Et les tests en bas, système, outillé, c'est les tests de performance, tests de charge, tests de pénétration, sécurité, tout ça. Et moi, je vais vous parler beaucoup des tests en bas à gauche, les tests développeurs, donc les tests unitaires par exemple. Et en parlant de tests unitaires, ce n'est pas la plus petite portion de code possible. C'est pas ça qu'on va cibler avec un test unitaire. Parce que si on commence à faire ça, on va avoir plein de tests dans tous les sens, et dès qu'on va bouger le code, les tests vont casser. Et là, on va dire, ah, les tests, c'est nul. Donc on va les désactiver, on va plus les faire. Non. Et en parlant de tests, est-ce que vous connaissez la seule et unique mesure de qualité de code? C'est pas une qualité de code, ça. Une mesure, une métrique qui vous dit, ah, c'est super. Couverture de test, bravo. Non, pas gagner un livre. La couverture de test. Et c'est quoi le chiffre magique, le pourcentage? Au-dessus, c'est bien, en dessous, c'est pas bien. 80%, voilà, super, 80%. 79, c'est nul. 80, c'est génial. Ou pas. Est-ce que vous connaissez l'effet Cobra? Non? Personne? L'effet Cobra, c'est 2-3 personnes? 4. C'est les Britanniques, quand ils sont arrivés en Inde, il y avait des cobras. Et les cobras, c'est dangereux. Et ils voulaient s'en débarrasser. Donc ils ont payé la population locale pour se débarrasser des cobras. Donc ils les payaient, ils ramenaient un cobra, comme ça, en continu. Super. Et puis ils sont aperçus que les gens, ils élevaient des cobras. Parce que ça faisait de l'argent facile à gagner. Donc et ben c'est ça. Si vous mettez 80%, les gens vont faire des tests pour atteindre 80%. Mais pas des tests qui vont apporter de la valeur. Des tests qui vont servir la métrique. Je peux vous donner plein de techniques pour arriver à 80% et même à 99,9%. Bon, on n'est pas là pour truander, donc non, je ne vous les donnerai pas. Et les QA, on a vu qu'ils étaient en haut à droite, donc en bout de chaîne, finalement. C'est quoi leur place? Moi, j'aime pas dire qu'ils sont en bout de chaîne, j'aime bien qu'ils soient dans l'équipe, parce que quand ils sont dans l'équipe, ils vont aider les développeurs à mieux faire leurs tests. Donc il faut vraiment les intégrer, parce qu'ils vont avoir, eux, ils ont leur vision test, ils vont aider les développeurs à s'améliorer. Bon, il y a des architectes dans la salle? C'est tout? Il y a 5, 10 là? Ok. Les architectes aiment bien faire de la hype-driven développement. Vous voyez ce que c'est? Il y a un truc qui sort, super, il faut en faire. Ou les CEO, ils aiment bien aussi. En 2023, c'était quoi la hype, qui est toujours vraie aujourd'hui? L'IA. L'IA. Donc il y a le CEO qui descend et qui dit aux équipes, mettez de l'IA dans votre appli. Mais j'ai pas d'usage. Trouvez-en un. Non, ça marche pas comme ça. On ne trouve pas des usages comme ça. Non, moi j'ai pas vu l'IA révolutionner les applis. Alors tout le grand public connaît ChatGPT, tout ça, mais dans les applis, j'ai pas vu l'IA partout. C'est pas ça que j'ai vu se démocratiser partout. Ce que j'ai vu se démocratiser partout, c'est ça. Le bouchon solidaire. C'est une tannée, hein, on est d'accord? Qui trouve que c'est une tannée? Ouais, alors c'est écologique, hein, mais c'est une tannée. Alors ceux qui n'ont pas levé la main, buvez du yop, vous verrez. Et il y a quelques années avant l'IA, c'est pas ça la hype. Donc, ce que j'aimais bien dire aussi avant, c'était la guerre des moutons, ceux qui ont la ref littéraire. C'était les microservices. Il faut faire des microservices. Alors, microservices, ça peut apporter de belles choses, mais ça peut aussi un peu apporter de la complexité. Il y en a qui disaient, ouais, mais c'est parce qu'on a des problématiques de charge. Donc moi, j'ai 2 contre-exemples pour ça. Doctissimo, Doctolib, pardon. Doctissimo, c'est quand on a un cancer alors qu'on a mal à l'ongle. Non, Doctolib. Doctolib, quand le président dit qu'il faut faire vacciner, tout le monde s'est connecté. Ils n'avaient pas prévu le Covid, c'est nul. Et pourtant, ça a bien réagi. Et ce n'est pas des microservices, c'est un monolithe. Alors, ils ont fait 2-3 ajustements, mais ça marchait. Un deuxième exemple, c'est Back Market. Il y a des millions de connexions par seconde pendant le Black Friday, et ça tient. On reparlera des microservices après. Et en fait, dans votre application, tout ne se vaut pas dans votre application. Il y a des contextes, des périmètres qui sont différents. Et est-ce qu'il faut mettre la même architecture partout? Et donc, est-ce qu'il faut mettre la même stratégie de test partout? Oui, non. Non. Fred Brooks, il dit qu'il n'y a pas de silver bullet. C'est-à-dire que silver bullet, vous voyez, c'est dans les romans fantastiques, les romans, les livres, les séries, etc. C'est la balle en argent pour tuer les loups-garous. Vous tirez sur le loup-garou, il meurt direct. Donc si vous étiez venu pour avoir l'architecture ultime ou la stratégie de test ultime, désolé, il n'y en a pas. C'est toujours en fonction d'un contexte. Bon, par contre, je vais quand même apporter quelque chose. Je vais vous apporter des idées.
Et en parlant d'idées, je vais citer Nietzsche, parce que je crois qu'on ne l'a pas cité encore aujourd'hui. Donc lui, il dit que la bonne idée, c'est une flèche lancée par-dessus la colline, un autre la ramasse et la tire plus loin. Et donc quand on parle d'idées, souvent on parle d'ampoule. Et donc là, on va prendre cette ampoule et on va faire un tour d'horizon des contextes, des besoins, des architectures et donc des stratégies de test à mettre en place. Donc on va commencer par le premier, vous êtes prêts? Ou si vous n'êtes pas prêts, on a quand même un timing à respecter. Donc on va commencer par, si vous avez un périmètre qui est le cœur de votre business. Donc c'est le cœur métier de votre organisation. C'est avec ça que vous gagnez de l'argent, ou alors c'est avec ça que vous rendez un service. Par exemple, le calcul des impôts. Les impôts, c'est excessivement compliqué. Il y a des règles dans tous les sens, des cas particuliers, ça a été très bien voté, mais après il faut le faire. Donc c'est le cœur des impôts, calcul. On peut avoir un aspect différenciant par rapport à nos concurrents. C'est ça qui va faire venir la concurrence. Enfin, c'est ça qui va faire venir les personnes face à la concurrence. Par exemple, si vous avez un site de vente de billets de train, et, vous pouvez dire, chez nous c'est le moins cher, c'est sûr, on ne va pas chercher pendant 3 heures, comme certains sites. Ou alors vous pouvez dire, chez nous, ce n'est pas les étudiants et les seniors qui ont des réductions, c'est les gens entre 30 et 50 ans. Ça ne se fait pas ailleurs. Ou alors vous avez un métier complexe, un modèle métier complexe. Moi je travaille dans le métro, je vous ai dit. Dans les métros, on a fait une application qui permet de superviser la ligne. Donc on sait à quel moment le métro il est, au centimètre près. Et puis il y a une autre application qui permet de planifier le planning des conducteurs. Donc Jean-Michel, il prend son service à 11h avec la rame 456. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois le métro, il reste bloqué dans un tunnel. C'est rare, hein, mais parfois il reste bloqué dans un tunnel. Du coup, les gens, ils arrivent sur le quai en masse. Quand il arrive, ils rentrent tous dedans, le métro ne se ferme plus, les portes, etc. Ça prend encore plus de retard. Donc le planning là, de Jean-Michel à 11h, il a un peu du plomb dans l'aile. Donc il faut recalculer en temps réel le planning. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et pour ce genre de cas d'usage, il y a une architecture qui répond bien à ça. C'est l'architecture hexagonale, qui a été inventée par, ça se prononce, Alistair Cockburn. C'est un docteur en informatique et c'est également un inventeur de l'agilité. Alors, c'est pas c'est pas le PDG de Virgin, hein, c'est bien Alistair. Et c'est celui qui est à droite, ceux qui n'ont pas reconnu. Et il m'a donné tous ses secrets, parce que l'autre, c'est moi, si vous n'avez pas reconnu. Donc je vais vous donner aujourd'hui tous les secrets d'Alistair. Donc lui, il dit qu'en fait, les règles, comme le calcul des impôts, on doit l'isoler dans un hexagone. Isoler de quoi? De tout ce qui est technologique d'aplomb, donc que ce soit un téléphone portable, une appli web, on pourrait même avoir un casque de réalité virtuelle ou des batchs. Et ça doit être isolé aussi de l'autre côté de la technologie, que ce soit une base de données, que ce soit un serveur web, serveur mail ou un service web. Et ça doit être isolé de tout ça. Ça ne doit pas connaître ces technologies-là. Il appelle aussi ça l'architecture port et adapteur. En fait, vos règles métiers, il appelle ça l'application. Alors l'application, c'est plus large que ça, mais le cœur de votre application, on le met dans un hexagone. Et on va mettre des contrats à gauche et des contrats à droite. Un contrat à gauche pour rentrer dans l'hexagone, donc il appelle ça un port user-side, et un contrat pour qu'est-ce que mon hexagone a besoin pour fonctionner. Donc ça, c'est le port server-side. Donc ce sont des contrats. Par exemple, on parlait tout à l'heure de réservation de chambre d'hôtel. Mon port user-side dit, voilà, tu me donnes le nombre de personnes, la durée et le type de chambre que tu veux, et tu pourras réserver. Et à droite, c'est, je veux rajouter une réservation à mon système, donc je fais un contrat pour rajouter ma réservation système. J'ai dit ajouter une réservation système, pas persister, pas sauver, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et on ne veut pas le savoir, c'est juste un contrat. Et donc là, on va avoir des adapteurs qui vont se brancher au port. Donc l'adapteur de gauche, il va appeler l'hexagone, et le port de droite, il dit, ah, tu veux ajouter une réservation de mon système? Moi, je sais faire. C'est un insert dans une table, ou c'est un save dans un fichier. On peut voir ça comme une prise de courant, en fait. La prise de courant, elle a un contrat, 220 volts, de trou une masse, et elle ne sait pas qui se branche à elle. Ça peut être mon ordinateur portable, mon sèche-cheveux, mon fer à repasser. Ça fonctionne pareil. Mais là, c'est pareil. Les ports, c'est les contrats, ils ne savent pas qui se branche. Et on ne veut surtout pas savoir. Et donc, on peut brancher n'importe quoi. Un adapteur reste, et puis demain, je branche un script batch ou autre chose, peu importe en fait. Et on peut aussi brancher les trois, hein. C'est comme une multiprise. De l'autre côté, c'est la même chose. Comment j'ajoute quelque chose au système? Aujourd'hui, ça peut être du SQL, demain, ça peut être du NoSQL, du fichier, des appels web service, peu importe. Et donc, c'est évolutif parce que si jamais on doit changer un adapteur, aucune ligne de code du milieu n'est changée. Et le premier adapteur que je crée à gauche, c'est un test.
c'est le test unitaire. Donc le test qui ne cible pas une petite portion, mais qui cible un comportement. Un calcul d'impôt pour telle règle, puis un autre pour telle autre règle, puis un autre pour telle autre règle. Et puis, je ne vais pas me connecter à une base de données, je vais mettre une doublure de test, quelque chose de mémoire qui va m'aider pour mettre dans tous les cas possibles. Doublure, ça vient du monde du cinéma. Vous avez un acteur qui sait faire son rôle d'acting, mais il ne sait pas faire des cascades. Donc là, on va prendre une doublure. Les doublures, vous en connaissez tous. Tout le monde dit on va moquer, mais mock, c'est un type de doublure. Il y en a d'autres, stub, fake, etc. C'est pareil. Et donc, c'est quoi la stratégie de test? Là, Mike Cohn nous a sorti la pyramide des tests. C'est une bonne stratégie de test pour tester ce genre de choses. On va faire tous nos tests, je vous ai dit, unitaires, tous les cas possibles avec nos tests unitaires. Et donc, on va en avoir beaucoup. Et puis, ils vont être faciles à mettre en œuvre et ils vont s'exécuter rapidement. C'est pour ça qu'on peut en faire plein. Je peux avoir 1000 tests unitaires qui s'exécutent en 1 seconde. Si c'est plus d'une seconde, ce ne sont pas des tests unitaires, c'est qu'il y a un problème. Et puis, je vais pouvoir tester mes vrais adapteurs au bout d'un moment. Donc, je vais faire des tests d'intégration entre mon adapteur et la vraie source de données. Je pourrais faire la même chose à gauche et puis faire une doublure à la place de l'hexagone. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je teste le suite gauche avec un test de composants, donc tout l'ensemble. Et c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Ça s'exécute plus lentement parce que là, j'ai une base de données, j'ai de l'IO, etc. Donc c'est pour ça que c'est la pointe de la pyramide, parce qu'il y en a moins. Il y a d'autres patterns comme ça, la clean architecture, encore par quelqu'un qui était là au moment de signer le manifeste agile, Robert Martin. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, là vous avez un QR code qui explique la différence entre les deux. C'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière pour la doc. Mais en gros, l'intention est la même. Dans Entities, vous allez mettre vos règles, et vos règles ne connaissent pas la base de données. Bon, ça c'est pour le cœur de votre applicatif. Mais dans votre applicatif, vous n'avez pas que ça. Vous avez parfois des périmètres qui ne sont pas critiques, mais qui sont quand même utiles. Il faut qu'ils soient là. Donc c'est utile, mais ce n'est pas le cœur de votre système. Par exemple, vous avez un référentiel. Voilà, à un moment, on a un référentiel, et il est là. Ce n'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent, mais s'il n'est pas là, votre cœur ne peut pas récupérer les informations. Souvent, vous pouvez aussi avoir des choses passe-plat, comme un écran d'administration. Donc voilà, écran d'administration, on renseigne des choses, ça va en base, on les récupère. Voilà, il n'y a pas beaucoup de règles, mais parfois on a besoin, si on ne veut pas le faire à la main, des requêtes insert à la main, on a besoin d'un écran. Ou parfois, on peut offrir à nos utilisateurs des formulaires en mode brouillon, où on n'a pas de validation, en tout cas pas tout de suite, mais ils peuvent rédiger des choses. Donc pas de focus sur le métier. Si vous avez ça, et vous faites une clean architecture ou une archi hexagonale, il ne faudra pas se plaindre. Hein. C'est pas fait pour ça. L'architecture hexagonale, c'est pas fait pour isoler du vide. Il faut vraiment avoir des règles métier, du métier complexe. Et si en plus vous faites une stratégie de test en pyramide là-dessus, vous allez perdre en productivité en fait. Tout ça, ça va fonctionner, hein, mais vous allez être lent pour développer. Vous allez faire couche par couche avec des tests unitaires, intégration pour rien. Donc non. Là, ce que moi je vous conseille comme architecture, c'est du transaction script, on en a parlé tout à l'heure. C'est, en fait, vous prenez tout ça comme une transaction, et il n'y a pas besoin de voir ce qu'il y a au milieu. Et la stratégie de test adaptée à ça, c'est de tester tout dans son ensemble. Donc finalement, on va avoir une pyramide de test inversée. On va faire tout dans son ensemble, donc tout le composant. On ne va pas faire couche par couche. Bon, si vous avez une règle de gestion, vous pouvez faire un test. C'est pour ça qu'il y a quand même la base de la pyramide, enfin, la pointe à l'envers. Et puis si vous avez une requête un peu complexe, vous pouvez le faire. Mais globalement, vous faites tout en un seul bloc. Et vous avez d'autres périmètres dans votre application ou dans votre système qui sont plutôt orientés données. Là, c'est l'intelligence, en fait, elle est portée par la donnée. Quand vous récupérez les données, vous voulez faire de la manipulation sur ces données, de l'agrégation, du filtrage, etc. Par exemple, voilà. Vous voulez faire des calculs complexes sur la donnée. Par exemple, vous avez des graphiques à faire. Donc, vous voulez faire des sommes, des moyennes, etc. Ou alors, vous avez une interaction forte avec une source ou plusieurs sources de données. Par exemple, vous voulez faire des dashboards. Donc, vous avez plusieurs éléments dans votre dashboard. Et donc là, il faut récupérer la donnée. Donc pour ça, l'architecture préconisée, c'est l'active record. En fait, l'intelligence, c'est pour ça que j'ai mis une grosse base. L'intelligence est dans la base. Donc la difficulté, c'est de récupérer la donnée. Et une fois que vous l'avez, c'est du passe-plat jusqu'au bout. Donc pour ça, la stratégie de test recommandée, c'est un diamant. En fait, vous allez prendre votre couche d'accès aux données, la data access, et vous allez faire tous les tests qui permettent de voir que vous avez bien récupéré la donnée. Soit faire des jointures compliquées, soit faire des vues matérialisées, des requêtes CTE, SQL, enfin peu importe. En tout cas, c'est sur ça que vous allez travailler.
Et une fois que vous avez ça, hop, c'est du passe-plat. Donc on peut avoir de temps en temps un petit test unitaire, puis on va faire un test de composants pour voir que tout est bien connecté les uns dans les autres. Et ça sera très bien. La partie statique. C'est quoi la partie statique? C'est le code qu'on écrit avant même qu'on l'exécute. Pendant qu'on l'écrit, il faut qu'il soit testé, mais pas par des tests. Il peut être testé par l'IDE. L'IDE va vous dire « Ah, tu as fait une faute de frappe. Ah, tu m'as envoyé un type d'objet comme ça alors que moi j'attendais autre chose. » Donc aidez-vous de l'IDE. Vous pouvez aussi installer des linters. Des linters, c'est des programmes où vous allez pouvoir paramétrer vos conventions d'équipe. Donc c'est la police un peu de votre équipe qui va aussi vous dire quand vous avez des problèmes. Et puis, qui fait du JavaScript vanilla ici? Personne. 1, 2. Ok, ne faites plus du JavaScript vanilla. Appuyez-vous sur un langage qui va vous aider pendant que vous écrivez. Donc faites du TypeScript, parce que TypeScript, il va vous dire les problèmes. Le JavaScript, il ne vous dira rien, et vous verrez le feedback du problème au moment où vous exécutez, donc trop tardivement. Vous avez aussi des logiciels qui vont faire de l'analyse statique, comme Cast, SonarCube, etc. Donc c'est pas mal, ça lève quelques problèmes. Mais il faut aller après regarder le dashboard, ça prend du temps, il y a des faux positifs. Donc c'est à faire, mais il ne faut pas tout miser là-dessus. Et Ken Dot, lui, ce qu'il a dit, c'est que finalement, tout ça, ça fait un trophée. Il appelle ça le testing trophy. La partie statique, c'est la base du trophée. Puis après, vous avez les trois autres dont j'ai parlé avant. On n'est pas tout à fait d'accord sur la définition d'intégration unitaire, c'est pour ça que ce n'est pas la même répartition. Mais en tout cas, on est d'accord sur le fait que la partie statique, c'est ce qui est le plus rapide à tester et le moins cher, parce qu'on va s'aider d'outils qui vont le faire pour nous. Vous avez son site là, si vous voulez. Et puis maintenant, il a changé de trophée, il a mis un plus joli trophée, il a écrit JS dessus. Donc il faut qu'il vienne à ma conf. Et puis parfois, on a des besoins qui sont complètement différents en lecture et écriture. Par exemple, on peut avoir des écritures massives. Pas beaucoup de lecture, mais beaucoup d'écriture, et on veut sécuriser la cohérence. Un exemple, c'est on est d'accord que quand on doit déclarer ses impôts, on le fait tous la veille. Non? Et à ce moment-là, nous tous, là, plus tous les autres, on se connecte la veille, et donc on a des écritures massives. Donc il faut faire face à ça. On peut aussi avoir des lectures massives. Lecture massive, par exemple, il y a un concert de Beyoncé. Voilà, ça prend 5 minutes à écrire. Et puis une fois qu'on ouvre la billetterie, tout le monde se connecte pour avoir les meilleures places. Donc là, on a plein de gens qui se connectent, etc. Et là, on peut faire une base de données qui est orientée lecture, où on n'a pas à faire des jointures compliquées. Les données sont déjà prêtes pour les personnes. On peut avoir les deux aussi, lecture-écriture. Un site de covoiturage, les gens vont se connecter en masse pour aller essayer de trouver une voiture. Et puis les gens qui sont propriétaires des voitures, ils vont se connecter en masse pour voir combien ils ont gagné d'argent et s'il y a des gens qui ont répondu, etc. Donc on peut avoir les deux. Et on pourrait aussi avoir donc des bases de données différentes. Une qui est orientée écriture et l'autre qui est orientée lecture, avec une synchronisation des deux. Donc ça, l'architecture préconisée, c'est CQRS. Command and Query Responsibility Segregation. La commande, en fait, c'est l'écriture, la query, c'est la lecture. Donc pour la commande, l'architecture, on va refaire une architecture hexagonale, ça a l'air pas mal. Puis pour la lecture, on met les données sont prêtes à l'emploi, donc 2 couches, ça va très bien. Et puis la stratégie de test, comme un archi hexagonal, on va mettre une pyramide, et puis comme on a de la lecture directe, on va mettre une pyramide inversée. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Certaines portions de l'appli veulent conserver le changement d'état. Quand vous écrivez dans une base, vous mettez 2, puis après vous mettez 3, le 2 est remplacé par le 3. On perd ce 2 en fait, on perd l'historique. Et parfois, sur certains contextes, on veut garder cet historique. Par exemple, quand on fait des audits. Dans les métros, il y a le STIF qui est au-dessus de la RATP, qui, quand il y a un accident, il demande de rejouer le film de ce qui s'est passé, pour savoir si c'est une erreur humaine, une erreur technique. Donc là, il faut rejouer le film, donc il faut garder tous les événements qui sont passés dans la journée. Quand on fait une transaction financière, quand on va être distributeur, quand vous regardez votre relevé de compte, vous avez moins 10 euros, moins 20 euros, etc. Vous avez tous les événements qui sont passés. Et puis, dans un site e-marchand, on pourrait aussi analyser ce qui s'est passé. Quelqu'un rajoute quelque chose dans son panier, puis l'enlève, puis met autre chose, et puis s'en va. Comme ça, on peut réfléchir à comment on peut améliorer la vente. Pour ça, l'architecture recommandée, c'est l'event sourcing. L'event sourcing, c'est pas on va mettre ça dans une base de données classique. On va utiliser un event store qui est orienté, qui est créé pour ça. Donc tous les événements, ils vont rentrer dans l'event store. Et puis pour avoir la valeur finale, on va rejouer les événements dans l'ordre. C'est pour ça qu'il faut quelque chose qui est orienté pour ça.
et qui est performant. Si jamais vous avez énormément d'événements, vous pouvez faire un snapshot, et puis tous les éléments qui viennent après, quand vous voulez savoir la valeur finale, vous repartez du snapshot et pas du début. Mais c'est quand même optimisé, hein, ce genre de base. Donc là, c'est quoi la stratégie de test recommandée? Ce n'est pas parce qu'on stocke les événements d'une certaine façon, ou les données d'une certaine façon, que ça changera le fait qu'une pyramide de test, c'est pas mal pour ça. Et puis on peut combiner les deux. On peut faire du CQRS avec de l'event sourcing. Donc en commande, on fait de l'event sourcing, donc on stocke dans une base, un event store, et puis on va recopier ces données dans une base orientée lecture pour le query. Parlons des microservices. Donc je ne suis pas anti-microservices. Hein. La guerre des moutons, ça ne voulait pas dire ça. Donc les microservices, parfois on veut mutualiser des services. Donc un service qui est utilisé par plein d'applications. On veut aussi, surtout, gagner en autonomie, fluidifier la mise en production, de ne pas attendre les autres. Et puis on peut avoir des responsabilités qui sont réparties entre plusieurs entreprises, ou même au sein de l'entreprise. Par exemple, vous avez un site de voyage, il n'est ni hôtellerie, ni aviateur. Donc il va se connecter dans les différents services pour agréger ce que vous voulez faire, votre voyage. Et donc c'est quoi l'architecture recommandée unitairement dans chaque microservice? J'en sais rien. Ça dépend du microservice. Il y en a qui vont, c'est plutôt une pyramide, plutôt l'architecture hexagonale, d'autres 2, 3, 4 couches. Ça dépend vraiment de la typologie du microservice. Si vous avez écouté ce que j'ai dit depuis le début, vraiment ça dépend du contexte. Et pour la stratégie de test, la même chose, je ne sais pas. Parfois c'est une pyramide, parfois c'est une pyramide inversée, un diamant. Ça dépend vraiment du microservice. Ok, alors c'est cool, on a pu tester chaque microservice indépendamment. Sauf qu'on a un problème, parfois ils s'appellent tous les uns des autres. Donc comment on fait pour s'assurer, pour avoir confiance dans le fait que tous les microservices sont bien faits? En tout cas, qu'ils répondent bien à ce que ça doit faire. Il y en a qui vont dire, on va créer un environnement de pré-production, on va tout déployer dessus, et on va voir si ça marche bien. Sauf qu'on perd cette autonomie, on perd ce déploiement sans attendre les autres, donc on perd un peu. Donc on peut faire des contrats en disant, voilà, je vais faire un contrat, moi je suis le consommateur, voilà mon contrat, ou moi je suis le producteur de la donnée, voici mon contrat, et puis chacun fait son truc suivant ce contrat-là. Donc on va faire chacun nos tests, etc. Ça va être cool, ça va bien marcher, sauf qu'il faut être rigoureux. Moi je fais bien mon travail, mais qui me dit que le microservice d'en face qui va consommer ma donnée va bien faire le travail? Ou celui qui va m'envoyer la donnée va bien faire son travail? Rien. Il y a une autre façon de faire, c'est du contract testing. Le contract testing, c'est faire un contrat, mais vraiment un fichier avec les types de données. Et puis on va aussi mettre les jeux d'essai. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit c'est le consumer qui drive le truc. Donc il y a une solution pour ça, c'est Pact. Soit c'est le provider. Il y a une solution Spring Cloud Contract. Vous avez une autre solution qui est dans les deux sens, Pactflow. Donc chacun va pouvoir avoir ce contrat, faire ses tests et voir que par rapport au jeu d'essai qu'il y a dans le fichier, ce soit c'est le bon comportement. L'inconvénient, c'est qu'il faut attendre qu'on nous donne le contrat, donc il n'y a pas trop de travail en parallèle. Il y a une dernière solution qui est un contrat exécutable. Donc là, il y a une solution qui s'appelle Specmatic qui vous fait ça. Et en fait, ça va pour le consumer, ça va créer un serveur automatiquement, en no-code, sans rien faire. Et pour le provider, ça va créer des tests automatisés, automatiquement. Si on n'a pas à les écrire, c'est cool. Et entre Pactflow et Specmatic, ce site-là, il vous dit que c'est Specmatic le meilleur. C'est le site de Specmatic. Bon, peut-être qu'ils sont jugés partis, mais en tout cas, ça a l'air d'être une solution intéressante quand même. Donc, allez voir. L'époque. L'époque, vous voyez ce que c'est? C'est pour valider un concept. Et qu'est-ce qui se passe quand on valide le concept, quand il est bon? Qui est architecte encore là? Ok, donc ne faites pas ça. Pour forcer les gens à ne pas faire ça, faites un plat de spaghetti. Il faut valider le concept. Il ne faut pas que ce soit nickel chrome, sinon les gens vont dire « Ah, c'est cool ». Puis en plus, il y en a qui vont automatiser les déploiements. « Ah bah c'est cool, tout est fait, il n'y a plus qu'à l'envoyer ». Un POC en production, c'est ça, hein. C'est pas très beau, ça ne fait pas envie. Et donc c'est quoi la stratégie de test pour un POC? Pareil, n'investissez pas, sinon ça va donner envie les gens de l'envoyer en prod. Donc là, il y a un anti-pattern qui s'appelle la glace. En général, c'est un anti-pattern. Pour le POC, c'est très bien. Donc la partie haute, donc vous revoyez un peu la pyramide inversée, la partie haute, c'est les tests manuels.
C'est manuel, c'est un peu sale, ça coule sur les doigts, c'est pas terrible. Mais faites ça dans l'époque, c'est bien. Il faut que ce soit pas terrible. Donc là, on a fait notre petit tour d'horizon. Avant de partir, enfin moi je vais partir de la scène, mais vous restez là, hein, c'est pas fini. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il faut modulariser. Vous avez une application, et il faut trouver les périmètres et les contextes qui sont complètement différents et les dissocier. Que ce soit un monolithe, alors microservice c'est encore plus simple, c'est forcément dissocié, à condition de ne pas se tromper, mais même dans le monolithe, il faut réussir à dissocier ce qui est cœur, ce qui est essentiel, ce qui est orienté données, etc. Et donc, vous avez plein de contextes différents, tout n'a pas la même valeur. Vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, mettre des équipes différentes sur chaque contexte, ou une équipe qui est responsable de plusieurs contextes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un mur de Berlin entre chaque équipe, ça veut dire qu'elles sont autonomes, elles ne sont pas indépendantes, mais elles sont autonomes. Si une problématique arrive sur une équipe technique, normalement, ça ne doit pas impacter les autres. Et donc, pour ça, il faut mettre la bonne architecture par rapport aux bons besoins. Et donc, avec cette architecture, il faut mettre la bonne stratégie de test par rapport à cette architecture. Là, vous avez un tableau qui récapitule tout ça. Je vous laisse le prendre en photo, ça vaut de l'or. Donc c'est des heuristiques, hein, ça peut vous aider. Vous pouvez trouver d'autres combinaisons. Et j'aimerais finir par citer Ralph Waldo Emerson, qui dit que l'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Merci.